Très bien. On va voir aujourd'hui un cours sur la biochimie des hormones. On va faire une petite introduction sur l'hormonologie. On va essayer de découvrir ensemble ce qu'est une molécule de communication ou une molécule de signalisation. Le but à la fin de ce chapitre est de savoir ce qu'est la signalisation cellulaire, ce qu'est l'importance de la signalisation cellulaire, comment une cellule peut réussir à transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire, quel est l'aspect que peut prendre ce message intracellulaire, quelle est l'importance de ce message intracellulaire dans le fonctionnement cellulaire. Il faut savoir, pour initier notre chapitre, qu'aucune cellule de l'organisme ne vit indépendamment. Notre cellule est organisée. Notre cellule est organisée parce que notre organisme est organisé. Notre organisme est constitué par des milliards de cellules. Ces cellules s'organisent en tissus. Ces tissus s'organisent en organes et ces organes s'organisent en appareils. L'ensemble des appareils permettent la survie et le fonctionnement et le maintien de la vie de mon organisme. Les cellules sont délimitées par une membrane plasmique. Chez l'être humain, les cellules sont délimitées par une membrane plasmique. La membrane plasmique permet de déterminer structurellement la cellule, de permettre de dire que ça c'est une cellule qui possède un espace intracellulaire que je peux définir par rapport à l'espace extracellulaire. En définissant cette cellule architecturalement, je peux dire qu'elle est délimitée par une membrane plasmique. Cette membrane plasmique, elle a plusieurs fonctions. Son importance capitale réside dans la délimitation architecturale de la cellule, mais elle intervient aussi dans l'adhésivité de la cellule, puisque c'est elle qui permet à la cellule d'adhérer aux cellules voisines, d'être collée aux cellules voisines, d'avoir des limites, d'avoir des frontières avec les cellules voisines et d'être liée à ces cellules pour constituer un tissu rigide et solide. C'est elle qui permet à la cellule d'introduire ou d'extérioriser des molécules grâce à la perméabilité sélective de la membrane plasmique. C'est la membrane plasmique qui définit quelles sont les molécules qui permettent d'entrer à la cellule et quelles sont les molécules qui peuvent sortir de la cellule. La cellule peut contrôler son contenu à travers la membrane plasmique. La membrane plasmique joue un rôle très important aussi dans la communication. C'est le rôle qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire que la cellule, elle fonctionne, la cellule, elle réalise des fonctions, la cellule, elle vit. Et pour pouvoir vivre, elle doit communiquer, elle doit pouvoir être régulée, elle doit pouvoir elle-même réguler les autres cellules. Pour pouvoir être régulée et pour pouvoir réguler les autres cellules, la cellule elle-même a besoin de communiquer. Pour pouvoir communiquer, nous avons besoin d'une langue. Nous avons besoin d'une langue que l'émetteur et les récepteurs comprennent respectivement. Les deux parties du message doivent le comprendre pour que ce message puisse avoir un sens, pour qu'il y ait une suite à ce message. D'accord? Donc on va essayer d'aborder aujourd'hui quels sont les moyens de communication et quelle est l'implication de cette communication dans le fonctionnement cellulaire. Très bien, on avance. La communication entre les cellules est obligatoire. La communication est dite obligatoire. Ce n'est pas une fonction qu'on peut choisir ou laisser. C'est une fonction obligatoire dans le but de coordonner les différentes fonctions cellulaires. Métabolique, cellulaire avec S, métabolique, de croissance, différenciation, synthèse des composants intra- et extracellulaires. Donc ces différentes fonctions ont besoin d'être régulées. Les fonctions métaboliques, les fonctions de croissance, les fonctions de différenciation, la synthèse de nouveaux composants intra- et extracellulaires. C'est-à-dire qu'on est en train de vous donner ici des exemples du fonctionnement cellulaire. On est en train de vous donner des exemples du fonctionnement cellulaire. Les fonctions métaboliques d'une cellule. Une cellule peut par exemple synthétiser du glycogène, prendre du glucose, commencer à le phosphoryler jusqu'à avoir une molécule de glycogène. C'est une fonction métabolique. Elle peut réaliser une glycogénolyse. Toutes ces fonctions, nous allons voir leur régulation dans ce cours. C'est pour cela que je suis en train de vous donner ces exemples. De croissance, une cellule peut subir une croissance, elle peut subir une croissance, elle peut augmenter de taille, elle peut migrer, d'accord, elle peut croître. Un tissu aussi peut croître, il peut augmenter de taille, il peut se différencier, il peut se solidifier, comme le tissu osseux. J'ai une cellule cartilagineuse qui va se différencier et stimuler la synthèse du tissu osseux.
Très bien. Donc de croissance, de différenciation. Une cellule peut se différencier au début à la croissance, ou à la naissance, ou pendant la vie fœtale. J'ai un embryon, puis un fœtus. Le fœtus est très riche en cellules. Le fœtus est très riche en cellules souches. Et ces cellules souches ont un fort potentiel de multiplication et un faible potentiel de différenciation. J'ai des cellules souches. Ces cellules souches commencent à se multiplier. Plus ils se multiplient, leur potentiel de différenciation augmente et leur potentiel de multiplication diminue, jusqu'à avoir des cellules matures. J'ai une cellule souche totipotente qui va se multiplier en plusieurs cellules souches multipotentes. Chaque cellule souche multipotente va se diriger vers un organe précis. Les cellules souches multipotentes commencent à se multiplier pour donner des cellules souches pluripotentes. Les pluripotentes vont donner des lignées cellulaires pour que les lignées cellulaires puissent se différencier. Synthèse de composants intra- et extracellulaires. La cellule peut synthétiser des molécules intracellulaires. La cellule peut synthétiser des enzymes qu'elle va utiliser dans sa survie. Mais la cellule peut aussi synthétiser des molécules extracellulaires. La cellule peut synthétiser des peptides qu'elle va exociter. La cellule peut synthétiser des hormones qu'elle va envoyer. Donc la cellule peut synthétiser des molécules pour les utiliser à l'intérieur de la cellule, comme elle peut synthétiser des molécules qu'elle peut utiliser à l'extérieur de la cellule. Toutes ces fonctions doivent être soumises à régulation. Pourquoi? Pour éviter l'excès. Pour éviter l'excès et pour éviter qu'il y ait un fonctionnement moins qu'il ne faut. D'accord? Il faut éviter l'excès, mais il faut aussi stimuler la cellule pour qu'elle réalise le fonctionnement à une quantité ou à une importance assez suffisante. Très bien. Donc, toutes ces fonctions doivent être soumises à régulation. J'ai une cellule émettrice, le principe général de la communication cellulaire. J'ai une cellule émettrice, molécule de signalisation. Elle va me donner une molécule de signalisation. S'il vous plaît, je vous redis, comme au début de chaque séance, je peux vous dire des mots bizarres. D'accord? Parce que j'ai un problème de mâchoire. Des fois, ça craque. D'accord? Donc, ma mâchoire est bloquée. Ça peut faire sortir des mots mal articulés. D'accord? Donc j'ai une cellule émettrice. Cette cellule émettrice, elle va synthétiser une molécule. Cette molécule, je l'appelle molécule de signalisation. Une molécule de signalisation. C'est quoi une molécule de signalisation? On va essayer de la définir plus tard. Donc cette molécule de signalisation, elle va aller dans une cellule cible. Elle va se diriger vers une cellule cible avec un récepteur spécifique qui va donner une réponse. Une molécule de signalisation peut avoir plusieurs cellules cibles et une cellule cible peut répondre à plusieurs molécules de signalisation. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On est en train de nous expliquer le fonctionnement général, le principe général de la signalisation cellulaire. Le principe général de la signalisation cellulaire. On nous dit qu'il y a une cellule émettrice. Donc, je vous disais qu'on est en train ici de nous montrer quel est le principe général de la signalisation. Le principe de la signalisation est tel. J'ai une cellule que j'appelle cellule émettrice. La cellule émettrice est la cellule qui est responsable de la synthèse d'une molécule. Cette molécule, je l'appelle molécule de signalisation. Cette molécule de signalisation, elle a une destinée. Elle va partir à une autre cellule. La deuxième cellule, je l'appelle cellule réceptrice ou cellule cible. Donc, j'ai une première cellule que j'appelle cellule émettrice. Et cette cellule émettrice, j'ai une première cellule, la cellule émettrice, elle va me synthétiser une molécule que j'appelle molécule de signalisation, MDS, molécule de signalisation. Et cette molécule de signalisation, elle va aller dans une autre cellule que j'appelle cellule cible. Cette molécule de signalisation, en se fixant sur des récepteurs, elle va se fixer sur des récepteurs. La fixation de la molécule de signalisation sur un récepteur, que j'appelle récepteur spécifique, va changer le comportement de la cellule cible. La fixation de la molécule de signalisation sur la cellule cible va changer son comportement. Je reprends, je suis en train de parler de la signalisation cellulaire. On a défini la signalisation cellulaire comme étant l'ensemble des phénomènes qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. J'ai une première cellule qui s'appelle la cellule émettrice. C'est la cellule qui va émettre, qui va produire le message. Elle va produire une molécule. Je l'appelle molécule de signalisation. Cette molécule de signalisation, elle va aller à une deuxième cellule. La deuxième cellule, je l'appelle cellule
cible. Je l'appelle cellule cible. Quelle est la caractéristique principale de la cellule cible? C'est que cette cellule cible, elle possède un récepteur spécifique. Un récepteur spécifique qui peut reconnaître la molécule de signalisation. C'est-à-dire que la molécule de signalisation, elle va se fixer sur ce récepteur. En se fixant sur le récepteur, la molécule de signalisation va changer le comportement cellulaire. La molécule de signalisation peut changer le comportement cellulaire. Comment elle peut changer le comportement cellulaire? On va voir plus tard qu'elle va le changer de deux sortes, qu'elle va le changer de deux façons. Soit elle peut produire ou stimuler la production et la synthèse de nouvelles molécules, soit elle va changer le comportement de molécules préexistantes. On va donner des exemples. Ce sont des exemples qu'on va rencontrer dans notre cours, juste pour vous faciliter. Supposons que j'ai une cellule cible. Supposons que je suis en train de parler de l'hépatocyte. Cet hépatocyte, elle est située au niveau du foie. Il va recevoir un message. Par exemple, il va recevoir un message qui va le stimuler à synthétiser du glycogène. Il va y avoir une molécule de signalisation qui va se fixer sur un récepteur spécifique. La fixation de la molécule de signalisation sur le récepteur spécifique va stimuler la synthèse de glycogène. Elle va stimuler la synthèse de glycogène comment? En stimulant ou en changeant le comportement de protéines préformées. Quelles sont ces molécules préformées? Ce sont les enzymes de synthèse du glycogène. Vous vous souvenez de la synthèse du glycogène? J'ai du glucose, je vais le transformer en glucose 6-phosphate, puis je vais le transformer en glucose 1-phosphate, puis il y aura un échange entre le glucose 1-phosphate et le dipégalactose pour avoir de l'UDP-glucose, puis l'UDP-glucose je synthétise avec l'huile amorce, et puis je vais continuer à synthétiser une longue chaîne de glycogène liée à travers des molécules de glucose par des liaisons alpha-1,4, et ces liaisons alpha-1,4 vont créer des ramifications à travers des molécules de glucose alpha-1,6. Très bien. Donc j'ai une cellule hépatique, elle a reçu un message, et le fait qu'elle ait reçu ce message a changé son comportement en stimulant une protéine qui a été préformée. C'est une protéine qui est contenue dans le cytoplasme. Elle est contenue dans le cytoplasme, cette protéine, et elle attend. Dès qu'il y a un message qui arrive, elle va être stimulée par des messages de phosphorylation et de déphosphorylation. Ce message va changer le comportement au jour. Ce message va changer le comportement de la cellule qui va être stimulée. Donc elle va changer son comportement et elle va commencer à synthétiser du glycogène. Cette molécule-là, c'est une molécule, l'enzyme de synthèse ou les enzymes de synthèse de glycogène. Ce sont des protéines préformées, ce sont des protéines contenues à l'intérieur de la cellule et qui attendent le message cellulaire. Prenons maintenant un autre exemple. Supposons que je prenne comme exemple une cellule, par exemple une cellule hépatique, toujours dans la cellule hépatique. La cellule hépatique, elle peut recevoir un message, comme on a vu en endocrinologie, dans la physiologie endocrinienne, on a vu les axes. Vous vous souvenez de l'axe de croissance? Dans l'axe de croissance, il y a un hypothalamus. L'hypothalamus va commencer à synthétiser la GHRH. La GHRH va être fixée sur l'antéhypophyse. L'antéhypophyse va synthétiser des hormones, principalement la GH, la growth hormone. La growth hormone, elle va partir vers le foie. Elle va se fixer sur le foie, et en se fixant sur un récepteur spécifique au niveau du foie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler la synthèse de l'IGF. Donc, dans cette situation, l'hormone TAI, la protéine TAI, la molécule de signalisation TAI, elle va stimuler la synthèse et la libération d'une nouvelle protéine. Et on va voir d'autres exemples. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je reprends. On est en train de parler du principe général de la signalisation. La signalisation est l'ensemble des phénomènes qui permettent à
plusieurs cellules de communiquer entre elles. Pourquoi les cellules communiquent entre elles? Elles communiquent entre elles parce qu'elles ont besoin d'être régulées. Elles ont besoin de recevoir des messages. Elles ont besoin de savoir ce qu'il faut faire. J'ai un soldat. Le soldat, sa fonction, c'est de réaliser la fonction militaire. C'est de défendre son pays. C'est de défendre son territoire. Mais le soldat ne regarde que sur son périmètre. Il ne peut pas décider de la stratégie générale de la guerre. Donc il doit avoir un commandement. Donc il y a des généraux, puis des lieutenants, puis des sous-lieutenants, etc., qui vont donner des messages respectifs. Et chaque responsable va donner un message à son militaire qui dépend de lui, jusqu'à ce que j'arrive au soldat, pour que le fonctionnement du soldat soit régulé, pour ne pas tuer des innocents, pour ne pas tuer un allié. Il ne faut attaquer que pour se défendre. Donc le fonctionnement du soldat ou du militaire doit être régulé. Il est régulé en recevant des messages. La cellule cible, c'est la même chose. Elle va recevoir des messages et ces messages vont permettre la régulation de cette cellule. La signalisation est l'ensemble des phénomènes qui permettent la régulation cellulaire, qui permettent à deux cellules de communiquer. Une cellule émettrice va donner un message. Ce message est produit sous forme de molécules de signalisation. La molécule de signalisation va se fixer sur un récepteur. Ce récepteur est spécifique. Pourquoi il est spécifique? Parce qu'il y a une complémentarité structurale entre lui et entre la molécule de signalisation. La fixation de la molécule de signalisation sur son récepteur va changer le comportement cellulaire. Ce comportement cellulaire, il va être changé de deux façons. Comment? Soit en modifiant le fonctionnement d'une molécule préformée, soit en produisant de nouvelles protéines. Est-ce que c'est clair? On avance. Très bien. Donc si on relit notre petit paragraphe, qu'est-ce qu'il y a? On est en train de nous dire qu'il y a une cellule émettrice, elle va synthétiser une molécule de signalisation et cette molécule de signalisation va être fixée sur une cellule cible avec un récepteur spécifique. La fixation sur le récepteur spécifique va donner une réponse. Une molécule de signalisation peut avoir plusieurs cellules cibles. Une seule molécule de signalisation peut avoir des récepteurs identiques sur plusieurs cellules. Une même hormone peut avoir des effets sur différentes cellules. L'insuline, elle a des récepteurs au niveau du tissu adipeux. L'insuline, elle a des récepteurs au niveau du muscle. Donc une même molécule peut avoir des récepteurs sur des cellules différentes. Très bien. Une seule cellule, maintenant la deuxième notion, une seule cellule peut avoir des récepteurs à plusieurs molécules. Très bien. Par exemple, le muscle, il peut avoir des récepteurs à l'insuline et il peut avoir des récepteurs au glucagon. Une seule cellule peut répondre à plusieurs messages différents. Très bien. On va ici essayer de classifier les molécules de signalisation selon leur structure. On nous parle de certaines molécules de nature hydrophile et d'autres molécules de nature hydrophobe. Les molécules de signalisation, qui sont les molécules responsables de transporter un message entre une cellule et une autre cellule, ils peuvent être hydrophiles comme ils peuvent être hydrophobes. Quand est-ce qu'une molécule est hydrophile? Une molécule est hydrophile quand elle est synthétisée à partir d'acides aminés, quand elle a une structure protéique. On a dit qu'une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Un acide aminé est constitué de plusieurs parties dans la chaîne latérale. La chaîne latérale peut avoir une fonction ionique, elle peut avoir une fonction acide, elle peut avoir une fonction amine. Le fait qu'elle possède des fonctions chargées va lui donner une certaine solubilité. Très bien, donc une molécule protéique, généralement, c'est une molécule qui est hydrophile et qui est lipophobe. Hydrophile, la molécule, elle est soluble dans l'eau. Hydrophile veut dire que la molécule est soluble dans l'eau. D'accord? Lipophile, ça veut dire qu'elle est soluble dans des solvants organiques. Et cela veut dire qu'elle peut traverser la membrane plasmique et les membranes lipidiques. Je dis toujours dans ce cours qu'il faut faire la différence. Il faut faire la part des choses. Il faut définir 4 notions. La notion hydrophile, c'est d'être soluble dans l'eau. La notion lipophile, c'est d'être soluble dans les lipides. On est d'accord?
La notion hydrophobe, c'est de ne pas pouvoir se solubiliser dans l'eau. C'est d'être insoluble dans l'eau. Hydrophobe, insoluble dans l'eau. Lipophobe, insoluble dans les tissus lipidiques. Lipophobe, insoluble dans les lipides. Je vous avais dit qu'une molécule qui est hydrophile, n'est pas nécessairement lipophobe. Une molécule qui est hydrophile n'est pas nécessairement lipophobe. Généralement, c'est le cas. Une molécule qui est soluble dans l'eau n'est pas soluble dans les lipides. Généralement, une molécule qui est soluble dans l'eau n'est pas soluble dans les lipides. Et une molécule qui est soluble dans les lipides n'est pas soluble dans l'eau. Mais il y a des molécules qui sont très solubles dans l'eau et très solubles dans les lipides. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Une molécule amphiphatique, oui, peut-être. Un exemple très connu et très fréquent et très dangereux, l'alcool. L'alcool est très soluble dans l'eau et très soluble dans les tissus lipidiques. C'est pour cela que la consommation d'alcool, de la bière et des autres alcools, est très dangereuse. Parce que l'alcool étant soluble dans l'eau, il peut rapidement être absorbé dans le milieu intestinal et il peut être solubilisé dans le sang et être transporté dans le sang parce qu'il est hydrophile. Mais l'alcool est aussi très lipophile. Il est très lipophile, ce qui lui permet de passer les barrières lipidiques qui protègent mon cerveau. Vous savez très bien que le cerveau est protégé par des couches lipidiques représentées par les méninges et la barrière hémato-méningée, la barrière hémato-encéphalique, la barrière méningo-encéphalique. Il y a plusieurs barrières qui ont été construites à partir de la névroglie, les cellules qui sont là, qui protègent mon cerveau. C'est des cellules qui émettent des prolongements et ces prolongements sont lipidiques, la gaine de myéline, la gaine de Schwann, d'accord? C'est des composants lipidiques et ces composants lipidiques recouvrent le cerveau pour le protéger des molécules, des produits chimiques, mais aussi des variations de température et des chocs physiques. Quand je tombe, le cerveau est protégé à un certain degré par cette masse lipidique. Le problème dans l'alcool, c'est qu'il est solubilisé dans l'eau, mais aussi très soluble dans les lipides, ce qui lui permet de traverser rapidement la barrière hémato-méningée et de passer vers le cerveau et d'induire ses effets au niveau du système nerveux central. Très bien, donc une molécule hydrophile n'est pas nécessairement lipophobe. Une molécule hydrophile peut être lipophile. On est d'accord? Lipophile, hydrophile, lipophobe, hydrophobe. Maintenant, on va donner les caractéristiques de ces molécules. Pourquoi il faut donner les caractéristiques de ces molécules? Parce que mes molécules de signalisation, mes différentes molécules de signalisation, elles peuvent être hydrophiles comme elles peuvent être lipophiles. Donc, je dois étudier les caractéristiques des deux pour pouvoir savoir comment va réagir cette molécule de signalisation. La nature hydrophile, elles sont libres dans la circulation. Dans le sang, généralement, je les trouve sous forme libre. Elles n'ont pas besoin de transporteurs. Elles n'ont pas besoin de transporteurs protéiques parce qu'elles sont constituées d'acides aminés. Leurs acides aminés contiennent des chaînes latérales et ces chaînes latérales permettent une solubilisation dans l'eau. Très bien. Ne traverse pas la membrane lipidique. Donc, elle ne va pas entrer à l'intérieur de la cellule. Je vous ai dit que généralement, une molécule qui est hydrophile, elle est lipophobe. Donc, une fois qu'elle arrive à la cellule, voici ma cellule, voici la molécule qui est hydrophile. On va écrire un H, hydro, et file, un petit cœur. Elle aime l'eau. Elle est hydrophile. Cette molécule hydrophile, une fois arrivée à la cellule, elle ne peut pas traverser la membrane. Donc, elle a besoin d'un récepteur membranaire. Elle ne peut pas entrer à l'intérieur de la cellule, donc elle va se fixer sur la surface membranaire. Et c'est ça la prochaine caractéristique, son récepteur membranaire. Pourquoi elle a un récepteur membranaire? Parce qu'elle ne peut pas entrer à l'intérieur de la cellule. Très bien. Exemple, les peptides, les différents peptides ou les différentes hormones peptidiques qu'on va voir plus tard. La nature hydrophobe maintenant nécessite un transporteur sanguin. La molécule hydrophile, la molécule hydrophile n'est pas soluble dans l'eau. Et puisqu'elle n'est pas soluble dans l'eau, elle ne peut pas être transportée. C'est comme l'exemple des lipides. Vous avez vu dans la biochimie des lipides que les lipides ont besoin d'un transporteur. Vous avez vu durant votre cours de la biochimie des lipides que les acides gras avaient un transporteur. Quel est le transporteur des acides gras dans le sang? Très bien, l'albumine. Et quelle est la forme de transport des lipides complexes?
Excellent. Les lipoprotéines. Donc les lipides sont organisés sous forme de lipoprotéines. Les lipoprotéines sont une organisation complexe dans laquelle je mets les lipides à l'intérieur, au niveau du cœur de la molécule, et où je mets les protéines à l'extérieur pour justement solubiliser ces protéines, solubiliser ces lipides et leur permettre d'être transportés. Excellent. Elles peuvent traverser la membrane plasmique et ont un récepteur intracellulaire. Maintenant, ces molécules hydrophobes, ces molécules lipophiles que je vais dessiner ici avec une autre couleur, voici les molécules lipophiles. Les molécules lipophiles, elles sont là, elles peuvent traverser la membrane et retrouver leur récepteur à l'intérieur de la cellule. Elles peuvent recevoir leur récepteur à l'intérieur de la cellule. Il y a une notion très importante. Il y a deux molécules lipophiles. Il y a deux molécules lipophiles selon leur type de fonctionnement. Certaines molécules lipophiles retrouvent leur récepteur dans le cytoplasme. Certaines molécules retrouvent leur récepteur dans le cytoplasme. Elles se fixent sur leur récepteur cytoplasmique et le complexe récepteur hormone ou la récepteur molécule de signalisation entre à l'intérieur du noyau. Certaines autres molécules n'ont pas de récepteur cytoplasmique, elles ont un récepteur nucléoplasmique, c'est-à-dire qu'elle va traverser la membrane plasmique, puis elle va traverser l'enveloppe nucléaire pour retrouver son récepteur à l'intérieur du noyau. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler des molécules de signalisation lipophiles. C'est quoi les molécules de signalisation lipophiles? Ce sont des molécules de signalisation qui peuvent entrer à l'intérieur de la cellule, qui n'ont pas de récepteur membranaire, qui ont un récepteur intracellulaire. Ce récepteur intracellulaire, il est de deux types. Soit la molécule retrouve son récepteur dans le cytoplasme, soit elle retrouve son récepteur à l'intérieur du cytoplasme, elle se fixe sur son récepteur cytoplasmique pour constituer ce que j'appelle un complexe récepteur hormone. Excellent, récepteur hormone, pour que ce complexe entre à l'intérieur du noyau et modifie le fonctionnement cellulaire. Soit la molécule entre à l'intérieur du cytoplasme, puis du cytoplasme, elle va entrer à l'intérieur du noyau pour retrouver son récepteur à l'intérieur du noyau et modifier le fonctionnement cellulaire. Exemple, acide aminé aromatique, acide gras, cholestérol, hormone thyroïdienne, O2, CO2, NO. Tous ces exemples sont des molécules lipophiles. Attention. On est en train de nous citer ici les acides aminés aromatiques. Les acides aminés aromatiques, c'est vrai que ce sont des acides aminés. Et vous savez tous que les acides aminés sont des molécules hydrophiles normalement. Mais les acides aminés aromatiques, qui sont au nombre de 3. Quand je parle des acides aminés protéoformateurs, PTT. Vous vous en souvenez? Phénylalanine, tryptophane et tyrosine. Phénylalanine, tryptophane et tyrosine. Phénylalanine, tryptophane et tyrosine. Ces molécules possèdent des cycles. Ces acides aminés possèdent dans leur structure des cycles aromatiques. Donc voici une molécule, une autre molécule, et là elles ont un cycle. Ce cycle, je l'appelle cycle aromatique ou cycle hydrophobe. Ce cycle hydrophobe fuit l'eau. Il fuit l'eau, ce qui rend ces acides aminés spécifiques. Malgré le fait qu'elles soient des acides aminés, ces acides aminés sont hydrophobes parce qu'ils possèdent une chaîne aromatique. Il n'y en a que 3. La phénylalanine, la tryptophane et la tyrosine. Excellent. Et on sait tous que les gaz sont très solubles dans les membranes plasmiques. C'est ce qui permet l'échange alvéolo-capillaire. On traverse rapidement les différentes membranes. C'est pour cela que le haut de l'oxygène peut passer des poumons à l'intérieur du sang, etc. Très bien. On a défini les caractéristiques. Allez, on reste concentré. De quoi on est en train de parler? On est en train d'aborder les molécules de signalisation. On va voir plus tard, ça va arriver les parties les plus complexes. Mais on ne peut pas arriver au sommet sans avoir une base solide. Il faut qu'on construise ensemble une base solide, des notions théoriques solides pour avancer, pour voir la GPCR, pour voir la phospholipase, pour voir la protéine kinase A, etc. Bonjour. Tabiba, quelle année? Très bien. Oui, c'est CA, oui. Très bien. Donc les gaz peuvent traverser les membranes.
On a besoin d'une base solide. Donc cette base solide, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on est en train d'aborder la signalisation. On a abordé sa définition, son importance, quel est le mode de signalisation et le mode de communication entre deux cellules différentes. Maintenant, on est en train de parler des molécules de signalisation proprement dites. La molécule de signalisation est toute molécule émise par une cellule émettrice qui va se fixer sur un récepteur spécifique au niveau d'une cellule cible pour modifier son comportement. J'ai deux types de molécules de signalisation, des molécules de signalisation hydrophiles et des molécules de signalisation lipophiles. J'ai vu les caractéristiques des deux. On avance. Classification des molécules de signalisation. Classification des molécules de signalisation. On va parler de la transmission endocrine. On va parler de la transmission paracrine. On va parler de la transmission autocrine. Maintenant, je vais essayer de définir et de donner des caractéristiques à mes molécules de signalisation. Ne lisez pas, ce n'est pas important. D'accord? On va lire ensemble après. J'ai des molécules de signalisation. Il faut savoir que ces molécules de signalisation, elles ont des effets. Elles ont des effets. Et ces effets vont être exercés sur quoi? Sur des cellules cibles. Sur des cellules cibles. Maintenant, je vais essayer d'établir une classification. Je dis toujours que pour pouvoir classifier, il me faut des critères. Il me faut des critères. Vous êtes tous des êtres humains et je peux vous classer. Je peux vous classer selon votre sexe. Je peux vous classer selon votre année universitaire. Je peux vous classer selon votre religion. Je peux vous classer selon la couleur de votre peau. C'est pas bien de classer les gens. C'est du racisme. C'est pas bon. On peut classer les différentes personnes par différents critères. C'est moi qui établis les critères à partir desquels je peux vous classer. Ça, on est là. Si je peux vous classer selon votre sexe, je dirais qu'il y a dans ma salle 4 garçons et beaucoup de filles. Donc c'est une classification. Je peux vous classer selon les étudiants qui portent des lunettes et les étudiants qui ne portent pas de lunettes. J'aurai un type d'étudiant qui porte des lunettes et un autre type qui ne porte pas de lunettes. Je vais faire la même chose avec mes molécules de signalisation. Je vais essayer de les classer. Donc toujours, quand vous apprenez une classification, pour vous faciliter la tâche, essayez de définir quel est le critère. Quel est le critère de classification? Donc, comme je n'aime pas les énigmes, ici le critère, c'est le type de cellule cible. C'est le type de cellule cible. C'est le type de cellule cible. Si la molécule émettrice sort une molécule, et cette molécule, elle va dans le sang. Elle va dans le sang. Et elle va avoir une cellule cible qui est loin. Une cellule cible qui est loin. Donc la molécule, elle sort de la cellule émettrice. Elle va voyager longtemps, relativement, pour se fixer sur une cellule éloignée. Ce mode de communication, je l'appelle la communication hormonale. La communication hormonale. Et ma molécule de signalisation, je l'appelle hormone. Ma molécule de signalisation, je l'appelle hormone. D'accord? On appelle ce mode de transmission hormonale la transmission endocrine. La transmission endocrine. La transmission endocrine. Pourquoi je l'appelle transmission endocrine? Endo veut dire à l'intérieur. Ça veut dire à l'intérieur. Pourquoi je l'appelle transmission endocrine? Parce qu'elle dépend du système interne. Vous savez ce que c'est que le système interne? Le système interne, c'est les différents compartiments à queue de mon organisme. Ce sont les différents compartiments à queue de mon organisme, à l'intérieur de mon organisme. خليته في 4e année moyenne الوسط الداخلي الميليو انترن الوسط الداخلي مع لكم يتكون الوسط الداخلي من الوسط الداخلي الخلوي السائل البيني اللمف والدم صح ولا لا؟ هذو كامل يمثلوا الوسط الداخلي ولا الميليو انترن. Le milieu interne est constitué par plusieurs compartiments. Le compartiment intracellulaire, le compartiment interstitiel, le milieu sanguin et le milieu lymphatique. Il y a une communication continue entre ces différents milieux, un renouvellement continu entre ces différents milieux. J'appelle ce système le système endocrine. Le système endocrine. Donc, quand une cellule synthétise une molécule, que cette molécule voyage à travers le sang, qu'elle va se fixer sur une cellule qui est loin, j'appelle cette transmission la transmission endocrine. Et la molécule de signalisation, comment je l'appelle? Hormone. Je l'appelle hormone. Très bien. Supposons maintenant qu'une cellule émettrice va synthétiser une molécule de signalisation. Cette molécule de signalisation, elle va se fixer sur une cellule proche, une cellule voisine. Une cellule voisine.
J'appelle ce mode de transmission la transmission paracrine. La transmission paracrine. Para veut dire proche, para veut dire proche. Donc c'est une transmission paracrine où je vais stimuler une cellule qui est proche morphologiquement, qui est proche anatomiquement. Le meilleur exemple qu'on peut donner de la transmission paracrine, c'est la transmission entre l'hypothalamus, les cellules hypothalamiques et les cellules anti-hypophysaires, à travers le système fort hypothalamo-hypophysaire. Quelle est l'importance de la transmission paracrine? Vous pouvez me dire que effet paracrine et effet endocrine, c'est la même chose. Effet paracrine et effet endocrine, vous pouvez me dire que c'est la même chose, puisque la molécule, elle sort de la cellule et elle va aller dans une cellule cible. Le mode de transmission paracrine a une importance. Il a une importance, c'est le fait de rapprocher la cellule cible de la cellule émettrice. J'ai une cellule émettrice et cette cellule émettrice, elle est proche de la cellule cible. Pourquoi les deux cellules sont proches? Pour réduire la durée de vie extracellulaire de la molécule de signalisation. Pourquoi je réduis cette durée de vie? Pour empêcher les enzymes de détruire ma molécule. Pour empêcher la molécule les enzymes de détruire ma molécule. Quand on est enfant, quand on est petit, on nous empêche d'aller acheter. Ça, là. On parle de vos cousins ou vos petits frères, ils ont 4 ans, ils n'achètent pas encore. 5 ans, ils n'achètent pas encore. 6 ans, 5 ans, 6 ans, on peut les envoyer acheter. Mais on essaie de les envoyer vers le magasin le plus proche. Il y a un boulanger qui veut, je ne l'envoie pas au boulanger. Je préfère l'envoyer à l'épicier, acheter du pain ancien, pour rester tranquille et savoir que mon enfant, mon cousin, mon frère ne va pas trop loin. Donc j'essaie de sauvegarder mon petit frère en ne pas l'envoyant vers un magasin qui est loin. Je ne l'envoie pas vers le boulanger parce qu'il va être volé, il va être kidnappé. Je l'envoie vers le magasin d'en face parce que c'est une cellule ou c'est un endroit qui est proche. Puisque cet endroit est proche, je suis tranquille. Donc, quand je veux protéger la molécule de la destruction enzymatique, je l'envoie vers une cellule proche. On appelle cet effet l'effet paracrine. Il y a un dernier effet, c'est le fait qu'une cellule peut se stimuler ou la stimuler elle-même. La cellule peut synthétiser une molécule et cette molécule peut fixer sur la cellule même qui l'a synthétisée. La molécule peut se fixer sur la cellule même qui l'a synthétisée et on appelle cet effet l'effet autocrine. Auto maintenant qui revient de soi. Automobile, c'est-à-dire qu'une voiture fonctionne par elle-même. Autocrine, c'est une cellule qui va se stimuler elle-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez retenu cette mention. On est en train de parler des molécules de signalisation. Les molécules de signalisation sont les différentes molécules qui permettent à deux cellules de communiquer. Cette communication est importante parce qu'elle permet de réguler le fonctionnement cellulaire. J'ai deux types de molécules de signalisation. Avec la première classification, deux types de molécules de signalisation, c'est une classification structurale. Cette classification structurale, elle m'a permis d'établir deux types de molécules de signalisation. Les molécules hydrophiles et les molécules lipophiles. Les molécules hydrophiles sont bien solubilisées dans l'eau. Elles ont des récepteurs extracellulaires, des récepteurs membranaires et elles n'ont pas besoin de transporteurs. Les molécules lipophiles ont besoin d'un transporteur pour être solubilisées dans le sang. Elles peuvent entrer à l'intérieur de la cellule, trouver leur récepteur soit dans le cytoplasme, soit à l'intérieur du noyau, se fixer sur le récepteur et modifier le fonctionnement cellulaire. Très bien. J'ai trois types de signalisation. La classification indienne selon le type de la cellule cible. Si la cellule cible est loin, je parle d'une stimulation endocrine. Si la cellule cible est proche, je parle d'une stimulation paracrine. Si la cellule est elle-même la cellule qui a synthétisé la molécule, je parle d'une stimulation autocrine. Trois effets: autocrine, paracrine et endocrine. Est-ce que c'est clair? On va maintenant lire et ça va être très très facile. La transmission endocrine est assurée par des hormones. On a dit tout ça. Elle est assurée par des hormones.
Donc on a trois effets. L'effet endocrine où l'hormone, où la molécule de signalisation est appelée hormone. Elle est envoyée dans la circulation générale. Quand elle est envoyée dans la circulation générale, elle va avoir des cellules cibles envoyées, synthétisées par des cellules endocriniennes, et libérées dans la circulation pour atteindre des cellules cibles éloignées des cellules excrétrices. La paracrine, cellules émettrices et réceptrices sont adjacentes pour éviter la destruction, comme je viens de vous dire, d'accord? Donc j'ai une cellule et une cellule qui est voisine. La première cellule va synthétiser et sécréter la molécule. La cellule cible est voisine. Très bien. La transmission endocrine, la molécule de signalisation, peut se fixer sur la cellule qui l'a sécrétée. C'est la cellule qui a synthétisé l'hormone ou qui a synthétisé la molécule de signalisation qui va la recevoir. Quelles sont les cellules qui ont un effet endocrine très important? Les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires, vous avez vu en terminale, c'est la synthèse, le fameux IL-2. Le fameux IL-2 qui sort des lymphocytes et qui les restimule. Très bien, très bien. On avance. Haya, oui, très très bien, on avance. Remarque, PS, les cellules tumorales produisent et libèrent une grande quantité de growth factors qui stimulent la prolifération de ces cellules, mais aussi les cellules adjacentes non tumorales. On est en train, la professeure Aït Abdallah qui dit comme le cours, elle vous fait des parties du cours, puis elle vous lance des remarques. Les remarques, on les respecte. Les remarques, on les respecte. On les respecte, mais si on respecter quelque chose, mais il faut la laisser, d'accord? Par exemple, une fièvre chez l'adulte, il faut la respecter. Mais si vous avez compris la nuance? À la fin de la séance, on va en parler. D'accord? Respecter, veut dire laisser. D'accord? Très bien. Donc, on vous dit ici que les cellules tumorales, on va parler de cancer, on va parler beaucoup du cancer dans ce cours. Malheureusement, c'est la physiologie du cancer. Le cancer, ou la maladie tumorale, elle concerne cette partie du métabolisme cellulaire, la signalisation cellulaire. On vous dit que la cellule cancéreuse, qu'une des fonctions, qu'un des résultats de la cancérisation de la cellule, c'est que la cellule commence à synthétiser du growth factor, une hormone de croissance, un facteur de croissance. On va les voir, les EGF, les IGF, d'accord? Très bien. Elle va se stimuler elle-même par un effet autocrine. Maintenant, elle va stimuler sa prolifération, mais elle va aussi stimuler les cellules voisines. Elle va aussi stimuler les cellules voisines. Elle va aussi stimuler les cellules voisines. Quand elle stimule les cellules voisines, elle peut aussi les rendre tumorales à elle-même. Elle veut aussi stimuler leur cancérisation parce qu'elle est en train de les stimuler. Multiplie-toi, grandis. À chaque fois que la cellule elle reçoit des messages, elle peut elle-même se cancériser. Elle peut se cancériser même si au début ce n'est pas une cellule tumorale. Est-ce que vous avez compris? On est en train de vous dire que la cellule tumorale commence à synthétiser avec excès des hormones de croissance. Ces hormones de croissance, elles vont se fixer sur elles-mêmes pour stimuler encore et encore cette croissance, et elles peuvent aussi se fixer sur les cellules voisines par un effet paracrine. Très bien. Transmission de l'influx nerveux. On va voir un effet très spécifique. Vous avez compris l'effet autocrine. Vous avez compris l'effet paracrine et l'effet endocrine. C'est clair dans vos têtes, vous êtes sûr? On va parler d'une transmission et d'une signalisation un peu spéciale. C'est la transmission nerveuse. C'est la transmission nerveuse. Une cellule nerveuse avec une autre cellule nerveuse, elles peuvent communiquer. Les cellules nerveuses peuvent communiquer entre elles. Mais si elles peuvent communiquer, elles communiquent à très grande échelle. Les cellules nerveuses communiquent beaucoup. Les cellules nerveuses communiquent beaucoup. Comment les cellules nerveuses communiquent? Elles communiquent à travers ce que j'appelle une synapse. J'ai une cellule nerveuse qui a une terminaison nerveuse et j'ai une autre cellule nerveuse. J'ai une autre cellule nerveuse qui va recevoir des messages de cette cellule nerveuse. La cellule qui donne le message, je l'appelle cellule présynaptique. La cellule qui reçoit le message, je l'appelle cellule postsynaptique. L'endroit ou le lieu dans lequel est libérée la molécule de signalisation, je l'appelle fente synaptique. Et la molécule de signalisation dans cette situation, je l'appelle neurotransmetteur. Je l'appelle neurotransmetteur. J'appelle la molécule qui est synthétisée par la cellule présynaptique et qui va se fixer sur des récepteurs spécifiques postsynaptiques, je l'appelle
neurotransmetteur. Je l'appelle neurotransmetteur. Dans la transmission synaptique, j'ai une cellule présynaptique, une cellule postsynaptique, une fente synaptique dans laquelle va être libéré un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur. Il y a plusieurs types de synapses. Les deux principaux types de synapses sont la synapse chimique et la synapse électrique. D'accord, vous avez vu cela en cytologie, on ne va pas y revenir. Sachez seulement que dans une synapse chimique, j'ai une cellule présynaptique qui va recevoir un message électrique. Le message électrique est un potentiel d'action. Il va arriver à la terminaison nerveuse. Il va ouvrir des canaux potentiels dépendants. Les canaux potentiels dépendants vont faire entrer des molécules. L'entrée des molécules chargées va stimuler des vésicules. La stimulation des vésicules va produire leur exocytose. Et l'exocytose de ces vésicules va libérer le neurotransmetteur dans la fente synaptique. Le neurotransmetteur va se fixer sur ces récepteurs postsynaptiques. Les récepteurs postsynaptiques sont des récepteurs canaux ioniques. Ils vont s'ouvrir et il y aura une entrée des ions qui va produire un message postsynaptique, Donc la synapse est un siège intercellulaire qui permet de transformer un message électrique en un message chimique, puis en un autre message électrique, C'est ça une synapse. J'ai une synapse électrique. Dans la synapse électrique, c'est juste les gaps. Les connexions, c'est une cellule adjacente à une autre cellule. C'est une cellule, d'accord? C'est une cellule ici, adjacente à une autre cellule. Et entre les deux cellules, il y a une communication. Il y a un pont. Le pont, c'est un canal qui permet la transmission des molécules. J'appelle cela une synapse électrique. Très bien. On est en train de parler d'un type spécifique de signalisation. C'est quoi cette signalisation? C'est la transmission synaptique. C'est quoi la transmission synaptique? La transmission synaptique, c'est le fait d'avoir une cellule nerveuse présynaptique et une cellule nerveuse postsynaptique. D'accord? Entre les deux, il y a une fente synaptique. La cellule présynaptique va synthétiser une molécule, elle va l'envoyer pour que la cellule postsynaptique la reçoive. Il faut savoir que notre système nerveux contient des millions de neurones. Ces millions de neurones communiquent entre eux, d'accord? Et ils communiquent entre eux à travers des synapses. Donc entre deux neurones, je peux avoir une seule synapse, deux synapses, trois synapses, quatre synapses, etc. Il faut savoir que le nombre de synapses est modulable. Quand je fais travailler beaucoup, quand je fais travailler mon cerveau, quand je réfléchis beaucoup, quand je réfléchis dans le bien, quand je réfléchis beaucoup, quand je résous beaucoup d'exercices, d'accord, je force mon système nerveux à s'adapter. Et mon système nerveux va créer de nouvelles synapses. Et la transmission entre mes cellules nerveuses va devenir plus rapide. Et je vais devenir plus intelligent. On peut devenir plus intelligent en augmentant le nombre de synapses dans notre cerveau. Comme on peut regarder la télévision, d'accord, beaucoup, 1 heure par jour de télévision. Avec l'heure de télévision, la télévision, elle est caractérisée par le fait qu'il y a un émetteur sans récepteur, un émetteur sans réponse. Donc quand on regarde la télévision, ça réduit notre utilisation. Nous sommes le seul peuple au monde qui peut rester 1 heure sans rien faire. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire. D'accord? Ou de quand je dis d'accord? Donc quand on reste à ne rien faire, notre cerveau ne va pas fonctionner. Et quand il ne fonctionne pas, la synapse, je suis en train de la nourrir. Je vais réduire le nombre de mes synapses et je vais devenir moins intelligent. D'accord? Donc il faut éviter la télé, il faut beaucoup lire pour devenir plus intelligent. Très bien. Communication, les séries, chaque série te plaît comme synapse.
entre les cellules émettrices et cibles grâce aux synapses. Grâce aux synapses, le neurone excité transmet l'information grâce à un courant électrique le long des axons. Tout ça, on le sait. Dans la synapse, l'information électrique est transformée en information chimique. Libération de neuromédiateurs, comme on vient de dire. Très bien. Molécules de signalisation. Ici, on récapitule. Celles qui sont sécrétées par les cellules endocriniennes, je les appelle hormones. Celles qui sont sécrétées par les cellules immunitaires, je peux les nommer cytokines. Les cytokines sont les molécules de signalisation sécrétées par les cellules immunitaires. Les cytokines sont les molécules de signalisation synthétisées par les cellules immunitaires. Vous allez voir cela en détail en immunologie, Inch'Allah. Provoquant la croissance et la différenciation, je les appelle growth factors. Et ceux qui permettent la communication des cellules du système nerveux central, je les appelle les neuromédiateurs. Donc on a vu combien de molécules de signalisation? On a vu les hormones, on a vu les cytokines, on a vu les neurotransmetteurs et on a vu les facteurs de croissance. Toutes ces molécules, oui. Oui, les cytokines sont principalement de nature protéique. Elles sont de nature protéique, excellent. Très bien. Donc ces différentes cellules, elles peuvent communiquer entre elles, et elles ont des molécules de signalisation. Très bien. On continue. La réponse de la cellule cible. La réponse de la cellule cible, elle est toujours intracellulaire. Attention. Le récepteur, il peut être membranaire ou intracellulaire. Vous vous en souvenez? Le récepteur, il peut être intracellulaire comme il peut être extracellulaire. Mais ce récepteur, il va toujours induire un message qui est intracellulaire. C'est le but de la communication. La communication, elle permet de transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. Donc la réponse, elle sera toujours intracellulaire. Se fait après transduction, passage de l'extra vers l'intracellulaire. Vous devez définir la transduction comme vous l'a défini votre prof de cytologie. La transduction est les différents phénomènes qui permettent de transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. D'accord? C'est très important. Très important de préciser le fait que la membrane, ou le noyau, ou le récepteur, le premier récepteur, est l'endroit de transformation d'un message extracellulaire en un message intracellulaire. Parce qu'on va parler plus tard d'un premier messager, d'un second messager. Premier messager, second messager, par rapport à quoi? Par rapport à la transduction. Le messager qui est situé avant la transduction, c'est le premier messager. Le messager qui est situé après transduction, c'est le second messager. D'accord? Donc il faut préciser la transduction et où elle est réalisée, cette transduction. D'accord? La transduction et où elle est réalisée, cette transduction. La transduction est réalisée au niveau membranaire ou au niveau intracellulaire, et à ce niveau, je vais parler d'une transduction et d'une transformation d'un premier messager et d'un deuxième messager. Très bien. La transduction implique trois mécanismes: le recrutement des protéines, la production d'un second messager intracellulaire, phosphorylation et déphosphorylation. Là, on commence à entrer dans les détails de ce cours. Attention, là, c'est bien joli, c'est très joli même, de parler de signalisation, de communication entre les cellules, d'un magnifique organisme qui est organisé, qui est soumis à régulation, shpeb ou hayil, d'accord? Mais si on veut préciser maintenant comment est réalisée cette signalisation, comment est réalisée cette transduction, nous devons préciser quels sont les facteurs intervenants. Donc on vous dit que lors de la signalisation intracellulaire, je dois recruter des protéines. Donc il y a des protéines à l'intérieur de la cellule que je dois utiliser. Il y a des protéines à l'intérieur de la cellule que je dois utiliser. On est d'accord? Il y a des protéines à l'intérieur de la cellule que je dois utiliser. 2, il y a une production d'un deuxième messager. Le phénomène principal de la transduction est la transformation d'un message extracellulaire en un message intracellulaire.
La production d'un second message, c'est le phénomène principal de la transduction, c'est de transformer mon message en un message intracellulaire qui va être réalisé à l'intérieur de la cellule. Phosphorylation et déphosphorylation. C'est quoi la phosphorylation et la déphosphorylation? C'est les phénomènes par lesquels je vais changer le comportement de ces protéines. Je vais recruter des protéines. Comment je les recrute? Comment je peux les recruter? Je peux les recruter en les phosphorylant ou en les déphosphorylant. C'est-à-dire que je vais prendre des protéines et ces protéines, je vais les phosphoryler. Toi, je te phosphoryle. Toi, je te déphosphoryle. Et en phosphorylant ou en déphosphorylant ces protéines, je vais changer leur comportement. Je vais changer leur comportement. Oui. La réponse d'une cellule cible, non. La transduction va induire la formation d'un deuxième messager qui est responsable de la phosphorylation et de la déphosphorylation. La phosphorylation et la déphosphorylation, c'est l'organisation de la réponse. C'est le recrutement des protéines, c'est le recrutement des enzymes. Je vous avais donné l'exemple de la glycogène synthase. La glycogène synthase, si je la stimule, elle va me synthétiser du glycogène. C'est la synthèse du glycogène qui est la réponse cellulaire. La réponse de la cellule cible, c'est la réponse finale, c'est la fin de la transduction. La phosphorylation et la déphosphorylation, ça fait partie du recrutement du protéine. Ça fait partie du recrutement des protéines. Oui. Oui. Des protéines préformées, cette phosphorylation et cette déphosphorylation. Cette phosphorylation et cette déphosphorylation, c'est un passage obligatoire dans la transduction. C'est un passage obligatoire dans la transduction. Donc j'ai des protéines préformées, je suis d'accord avec vous, qui vont être phosphorylées ou déphosphorylées. D'accord? Mais ces protéines elles-mêmes, c'est elles qui vont réaliser les deux phénomènes principaux. C'est-à-dire soit la modification de protéines préformées, soit la synthèse de nouvelles protéines. Maintenant, une protéine phosphorylée, elle peut soit modifier le comportement d'une cellule, soit initier la synthèse d'une nouvelle cellule. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis en train de parler de la transduction. Au cours de la transduction, oui, je réalise des phosphorylations et des déphosphorylations de protéines qui sont préformées. Mais la phosphorylation de ces protéines ou la déphosphorylation de ces protéines, elle-même, elle va être responsable soit de la synthèse de nouvelles protéines, soit du changement de comportement de protéines préformées. Vous êtes d'accord? Le second messager, c'est une protéine qui est phosphorylée et qui va induire un autre message. On va découvrir quel est le second messager dans chaque axe intracellulaire. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. J'ai une molécule de signalisation. Elle se fixe sur son récepteur. Il va réaliser une transduction. Au cours de la transduction, j'ai un recrutement de ces protéines. Les protéines, je vais les phosphoryler ou les déphosphoryler. Pourquoi je les phosphoryle ou les déphosphoryle? Pour avoir un second message. Et ce second message va apparaître au point final par un changement du comportement cellulaire. Allez, on avance. Chaque réponse suivra 3 grandes voies qu'il faut connaître par cœur. Donc, je dois suivre 3 grandes voies. Chaque réponse suivra 3 grandes voies, 3 super axes. Et chacune de ces 3 voies comporte 2 ordres opposés. Donc, au total, il y a 6 axes. Il y a 3 voies et 6 axes. Il y a 3 voies et 6 axes. Quelles sont ces 3 voies? J'ai la voie de prolifération, j'ai la voie de la motilité et j'ai la voie de la survie cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'envoie un message à la cellule, soit je vais agir sur sa prolifération, soit sur sa motilité, soit sur sa survie. D'accord? Les 3 types de messages. Il n'y en a pas un quatrième. Soit je vais agir sur la prolifération, soit sur la motilité, soit sur la survie. D'accord? Soit la prolifération, soit la survie, soit la motilité. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Alors, quand je suis né, mes parents pensaient à la prolifération. Donc, j'ai bonné à leur raudi. D'accord? Ma première partie de vie, c'était la partie de prolifération. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la première partie, c'est la prolifération où il y a un couple qui se marie et qui obtient des enfants. J'ai 2 frères. Donc il y a une phase de prolifération qui est éclatée depuis petit ici.
ici junior, et ici senior, et ici moyen. Prenez tout. Ça ne nous intéresse pas. Donc, cette phase de prolifération, elle est suivie d'une phase de motilité. C'est la phase dans laquelle je suis maintenant. Je suis en train de bouger, essayer d'étudier pour avoir un travail. Je suis en train de réaliser une motilité. Puis cette motilité sera suivie d'une survie. Je vais travailler plus tard et là, pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir survivre. Donc, prolifération, puis une motilité, c'est notre phase dans laquelle on est maintenant, puis enfin une survie. D'accord, on va essayer de survivre doucement. Ça, là. Prolifération, motilité, survie. Donc une cellule, je vais agir sur une cellule en agissant soit sur la prolifération, soit sur la motilité, soit sur la survie. Dans chacune de ces trois voies, il y a deux axes. Contraires. Quand je parle de prolifération, j'ai deux parties. J'ai la prolifération proprement dite, et là j'aurais bien aimé remplacer le mot prolifération, mais je vais mettre l'axe à la voix. On va dire multiplication. D'accord? Dans l'axe de prolifération, on va dire multiplication, différenciation. Multiplication, différenciation. Une cellule, soit elle se multiplie, soit elle se différencie. On a dit la vie commence par l'apparition de cellules souches. Et les cellules souches ont une forte capacité de multiplication et une faible capacité de différenciation. À chaque fois qu'une cellule elle commence à se multiplier, elle donne des cellules filles. Les cellules filles bien le caractère de prolifération, ou ils le caractère de différenciation. Ça, vous vous souvenez quand on avait fait en embryologie les cellules d'origine, les cellules d'origine ou les cellules souches qui allaient donner des cellules sexuelles. C'était quoi? C'était les ovocytes ou les gonocytes primordiaux. Les gonocytes primordiaux qui apparaissaient dans la 4e semaine du développement embryonnaire au niveau du départicule à l'endomidien et qui allaient migrer vers les roches des organes sexuels. Ces gonocytes primordiaux, les gonocytes primordiaux ont un fort potentiel de multiplication et un faible potentiel de différenciation. Un gonocyte primordial ne peut pas me donner un spermatozoïde, c'est impossible. Il doit se multiplier plusieurs fois. À chaque fois qu'il se multiplie, tant on pense la capacité de multiplication il commence à se différencier. J'avais un gonocyte primordial qui est devenu spermatogomie, puis qui est devenu spermatocyte, puis qui est devenu spermatite, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatite, puis enfin spermatozoïde. Donc à chaque fois, il se différencie. Augmente sa capacité de différenciation et à chaque fois qu'il se différencie, sa capacité de multiplication diminue. Et c'est comme ça dans toutes les cellules, dans toutes les lignées cellulaires. J'ai une cellule souche hématopoïétique. La première cellule souche hématopoïétique, c'est une cellule souche hématopoïétique qui peut donner toutes les lignées cellulaires. Puis elle commence à se multiplier, elle donne des petites colonies. Ces colonies, elles vont me donner chacune une lignée, qui est la lignée des érythrocytes, qui est la lignée des granulocytes, qui est la lignée monocyte macrophage, d'accord? Puis à chaque fois que je donne des cellules filles, ces cellules filles, elles ont un faible potentiel de multiplication. Elles ne peuvent pas revenir en arrière pour se multiplier. Donc elle a une cellule souche granulocytaire. Elle ne peut pas me donner des lymphocytes. Elle ne peut pas me donner des lymphocytes parce que son potentiel de différenciation a augmenté. Elle ne peut me donner que des granulocytes. Okay. Donc à chaque fois que j'avance dans les divisions, j'ai une différenciation qui augmente et une multiplication qui diminue. Donc il faut se poser la question, comment son potentiel de différenciation augmente et son potentiel de multiplication diminue? C'est parce qu'elle reçoit des messages. Donc je prends une cellule souche, soit je stimule la prolifération ou la multiplication, soit je stimule la différenciation. Soit je stimule la prolifération, soit je stimule la différenciation, et ce sont deux voies contraires. Est-ce que vous avez compris la première voie? C'est la voie de prolifération. La deuxième voie, c'est la voie de motilité. Une cellule, je peux stimuler soit son adhésion, soit sa migration. Les cellules souches, elles ont un fort potentiel migratoire. Elles peuvent migrer rapidement. Et elles ont un faible potentiel d'adhésivité.
quand elles augmentent de taille, quand elles se différencient, leur capacité migratoire diminue et leur capacité d'adhésivité augmente. Vous vous souvenez l'année dernière, ou les premières années cette année, vous avez vu les cadérines. Vous vous souvenez des cadérines? Lorsque j'étudie les cadérines, ce sont des molécules d'adhésion. Vous vous souvenez de l'inhibition de contact? J'ai des cellules souches que je mets l'une devant l'autre. On a compris que ces cellules souches, elles vont commencer à se diviser. En se divisant, il y aura une maturation. La maturation va exprimer la cadérine à la surface cellulaire. En exprimant la cadérine, deux cellules voisines vont avoir deux cadérines qui vont se toucher et les cadérines vont inhiber la multiplication. Plus j'avance, j'augmente la capacité d'adhésivité. Pourquoi la cellule, quand elle avance dans sa vie, elle doit augmenter son potentiel d'adhésivité? Parce que plus elle avance dans sa vie, plus elle doit être apte à constituer un tissu. Maintenant, vous êtes en train d'avancer dans l'âge. Et plus vous avancez dans l'âge, c'est le potentiel de responsabilité. Vous devez devenir plus responsable. Pourquoi vous devez devenir plus responsable? Parce que vous allez avoir des fonctions. Vous allez devenir des médecins. Donc vous allez avoir, oui, donc vous allez avoir ça. Donc vous allez avoir la vie de patient entre vous-même. Une vie entre vous-même, vous devez acquérir une certaine responsabilité. C'est ça l'adhésivité. Donc une cellule jeune, elle n'a pas de molécule d'adhésion, elle peut migrer partout. Plus elle avance, je vais stimuler l'expression de molécules d'adhésion et diminuer sa capacité migratoire. Donc il y a deux sens différents, le sens de la migration et le sens de l'adhésion. Très bien. Et bien sûr, la survie et la mort. Quand une cellule est jeune, je vais stimuler sa survie. Je vais lui donner les hormones de la vie. Je vais lui donner des facteurs de la vie, des facteurs de croissance, de l'IGF, de l'IGF. Je vais stimuler sa vie. Mais aussi, quand je vois qu'elle commence à devenir sénescente, quand une cellule avance dans l'âge, je dois lui dire que tu n'es plus fonctionnel. Et quand on ne devient plus efficace, il faut prendre la retraite. Il faut prendre sa retraite. Vous savez très bien qu'une cellule, elle avance dans sa vie, et quand elle avance dans sa vie, elle sait elle-même qu'à un certain moment, elle ne pourra plus travailler, et quand elle ne pourra plus travailler, elle émettra et recevra des signaux d'apoptose. Elle recevra des signaux d'apoptose, et ces signaux d'apoptose vont produire la mort de la cellule. Donc la cellule, elle peut recevoir soit des signaux de vie, soit des signaux de mort. Et à côté, comme ceux qui ont assisté au cours de physiologie, quand on dit les signaux de vie, c'était la growth hormone. Et lorsqu'on avait découvert l'effet de la GH, des scientifiques avaient essayé d'utiliser la GH. Des scientifiques avaient essayé d'utiliser la GH pour prolonger la vie cellulaire, pour essayer d'augmenter la durée de vie de l'être humain. C'était inefficace. D'accord? C'était inefficace. Donc j'ai combien de voies? 3 voies. J'ai combien d'axes? 6 axes. Quelles sont les voies? La prolifération, la motilité, la survie. La prolifération, la motilité, la survie. La motilité, j'ai 2 voies. La motilité, la migration et l'adhésivité. La survie, j'ai 2 voies. La survie cellulaire et la mort cellulaire. Et enfin la prolifération, j'ai soit la multiplication, soit la différenciation. Excellent. Allez, on avance. Toutes ces voies de signalisation peuvent subir une perturbation oncogène. C'est pour cela que le cancer est considéré comme la maladie des voies de signalisation. Le cancer est la maladie des voies de signalisation. Oui. C'est pour cela qu'on considère le cancer comme étant la maladie de la signalisation, parce que la cellule cancéreuse, c'est une cellule que je ne peux plus contrôler. La cellule cancéreuse est une cellule que je ne peux plus contrôler. Elle ne répond plus au message, elle n'en fait qu'à sa tête. C'est ça l'avenir de la médecine. C'est ça l'avenir de la médecine, et c'est ce qui pourra guérir c'est ce qui permettra de guérir le cancer, Inch'Allah. Le principe de la thérapie ciblée, c'est le prix Nobel l'année avant-dernière, utiliser l'immunologie pour lutter contre le cancer.
La thérapie ciblée, c'est quoi? J'ai une cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse, c'est quoi? C'est une cellule. La cellule, elle appartient à un cancer précis. Je peux définir cette cellule. Je peux savoir quelles sont les molécules exprimées par cette cellule. Je peux connaître quels sont les récepteurs qui sont exprimés par cette cellule. Je vais essayer d'étudier ces récepteurs et leur envoyer des molécules spécifiques. Des molécules spécifiques. Cela permet d'avoir des résultats extraordinaires en évitant les dégâts tissulaires. Pour éviter les méfaits de la chimiothérapie qu'on avait vu lundi. Lundi, vous vous souvenez de la chimiothérapie? Quand on avait parlé de la chimiothérapie, du Taxol, excellent. On avait dit que la chimiothérapie, elle était belle, elle était jolie, elle permettait de guérir, mais qu'elle était très nocive. Pourquoi elle est nocive? Excellent, bravo, coup de cheval, très bien. Donc on avait dit que la chimiothérapie était dangereuse parce que la chimiothérapie est non sélective. La chimiothérapie, elle va inhiber la division cellulaire, mais elle n'a pas la capacité de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc elle prend toutes les cellules en division et elle les bloque. Elle tue les cellules cancéreuses, oui, mais elle tue avec elle les cellules de l'organisme, les cellules normales. La thérapie ciblée, la thérapie ciblée, elle peut cibler la molécule, elle peut connaître quelle est la molécule spécifique à ce cancer et aller se fixer. On commence à utiliser la thérapie ciblée dans différents cancers, comme dans quelques syndromes lymphoprolifératifs, comme dans le cancer du sein. Quand un cancer du sein exprime des récepteurs hormonaux, il est de très bons pronostics parce que je peux le cibler. Très bien, très bien. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous apprenez à comprendre c'est quoi l'importance de la signalisation? C'est le futur de la médecine. Pour ceux qui s'y intéressent. La communication entre les cellules met en jeu les étapes suivantes. Voici les différentes étapes. La synthèse, la libération, le transport, la détection par un récepteur spécifique, le déclenchement de plusieurs mécanismes de transduction, le changement spécifique des fonctions cellulaires, le contrôle et la fin de réponse. Tout cela, je vais en parler en 2 minutes parce qu'on a tout vu. On va essayer de s'organiser maintenant dans notre cours. On a parlé de la signalisation, de son importance, de ses facteurs, des caractéristiques de leurs facteurs, quel est un récepteur, qu'est-ce qu'un récepteur et c'est quoi l'importance de la fixation de la molécule sur son récepteur. Maintenant, on va voir la voie générale de cette signalisation. Quelle est la voie générale de cette signalisation? J'ai une cellule émettrice, elle va me synthétiser une molécule. Cette molécule, elle s'appelle molécule de signalisation. La molécule de signalisation va se fixer sur une autre molécule. Cette molécule s'appelle récepteur. Ce récepteur possède une complémentarité structurale avec cette molécule de signalisation. Une fois fixée, l'hormone ou la molécule de signalisation étant fixée sur son récepteur, elle va changer le comportement cellulaire. Le changement du comportement cellulaire se fait par la traduction du message extracellulaire en un message intracellulaire. Il y aura une transformation du message extracellulaire en un message intracellulaire. Ce phénomène qui s'appelle transduction. Ce phénomène s'appelle transduction. Ce message de transduction va permettre le recrutement de protéines intracellulaires. Ces protéines intracellulaires vont subir des phosphorylations et des déphosphorylations, ce qui va nous permettre de changer le comportement de la cellule, soit en formant de nouvelles protéines, soit en changeant le comportement d'autres protéines préformées, soit en changeant le comportement d'anciennes protéines préformées. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris c'est quoi le principe de la signalisation? Très bien. On avance. Les hormones. On va maintenant parler des hormones proprement dites.